Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode de Parle de Champ sur la chaîne YouTube de LBSFM. Aujourd'hui, on accueille un spécialiste de la vidéo, Monsieur Florian. Comment ça va, Florian? Ça va, merci, bonjour à tous. Merci de me recevoir et de prendre le temps d'échanger. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Pour m'accompagner, comme d'habitude, Monsieur Steven. Comment ça va, Steven? Bah écoute, ça va, impec. Commence à faire beau. C'est bon. Ça fait plaisir, ça fait C'est plaisir. ça. Donc pour débuter tranquillement cette émission, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps, Florian, tes différentes activités que tu fais Ouais, bien sûr. Je m'appelle Florian Cusenza, j'ai 27 ans. Je me suis lancé après le bac dans des études de STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et sportives, et en entraînement sportif. Et ensuite, je me suis spécifié à la vidéo, sur l'analyse vidéo. Donc à la fin de ma licence, j'ai fait un DU qui m'a amené à être en stage au MHSC, au club de foot de Montpellier, auquel j'ai appris avec Olivier Renard et C'était un diplôme universitaire de quoi? diplôme universitaire d'analyse vidéo. Ok, Voilà. ouais. Et, où j'ai appris avec Olivier Renard et Jonathan Llorente, donc les deux analystes qui étaient au club, le métier d'analyse vidéo et la gestion du logiciel. Et par la suite, en fait, j'ai rejoint une formation privée d'analyse vidéo qui s'appelle l'École des métiers des football. Donc ça fait 5 ans que je suis responsable pédagogique auprès de cette école. Donc on forme tous les ans des, des personnes qui veulent devenir analyse vidéo ou au moins avoir des compétences là-dedans. Et à côté de ça, je suis professeur spécialisé en lutte contre le décrochage scolaire pour l'Académie de Martinique et également analyse vidéo de la sélection de Martinique. Ça fait beaucoup de casquettes, hein. C'est ça, Euh, multifacette. ce qui m'a le plus marqué dans ton parcours, c'est que tu as commencé très tôt l'analyse vidéo. C'est pas forcément courant. Est-ce que tu as commencé d'abord, j'ai vu que tu as passé les CFF, Mhm. les diplômes d'entraîneur de football pour les catégories enfants. Mais comment tu as découvert ce milieu-là aussi vite, on va dire, dans ton parcours? En fait, de base, je rejoins STAPS pour faire prof de sport. Et au bout de la première année, je me rends compte que je suis peut-être plus attiré par le côté sportif là-dedans. Donc, développer la performance. Et on avait un prof à la fac qui est Monsieur Cavaillès qui a le DU de Montpellier, enfin qui le gère. Et qui m'a poussé un petit peu là-dedans. Et je le remercie parce que c'est quelque chose de très intéressant. Et je suis parti là-dedans parce que je voulais apprendre à voir comment est-ce que les staffs bossaient, comment est-ce que qu'est-ce qu'il y avait vraiment derrière un match de foot, parce que on voit les joueurs qui jouent, mais qu'est-ce qui se passe derrière, on n'en sait trop rien. Et je suis parti là-dedans. Voilà. Ok, très bien. Donc tu as fait un stage dans un premier temps à Montpellier Ouais, c'est ça. Hérault, Ouais. et ensuite tu es resté. Ouais, Je crois. ensuite je suis resté là-bas une deuxième année. J'avais pas envie de partir. J'avais ma famille là-bas. J'étais bien sur Montpellier. Et au final, il y a le Covid. Et moi, ça faisait un moment que, en fait, ça faisait quelques semaines que je me disais, est-ce que je veux faire ça toute ma vie? Parce que le rythme, il est pas facile, hein, je préfère prévenir. On bosse tous les week-ends, on est en déplacement un week-end sur deux. Puis l'autre week-end, on joue à domicile, donc voilà. On gagne pas forcément bien sa vie. Et je me suis dit, je vais peut-être me laisser un an pour voir un petit peu et peut-être repasser des diplômes de coach par la suite, on va voir. Et au final, j'ai l'école des métiers des football qui m'a contacté parce qu'ils recherchaient un responsable pédagogique pour la formation d'élèves en analyse vidéo. Je me suis lancé là-dedans et je trouvais l'expérience géniale et c'est pour ça que j'y suis toujours. Ok, c'est top. En tout cas, c'est assez près. Enfin, c'est. Comment dire? J'ai perdu le mot. J'ai perdu le mot. Quand on réussit les choses super tôt. J'ai oublié le Précoce, mot. tu Ouais, dis précoce. Ok. Parce que tu avais seulement 22-23 ans et tu étais déjà responsable de formation. Enfin, c'est pas forcément courant, je trouve. Ouais. Ouais, hein. Après, Tony Ayash, donc le patron de l'école, m'a vite fait confiance. Après, je pense qu'il y a des personnes qui sont faites pour être dans la pédagogie, l'apprentissage et le partage. Mhm. Je dois faire partie de ces personnes-là parce que ça a bien matché directement. Après, je l'explique aux jeunes conformes, enfin aux jeunes, aux personnes, parce qu'il n'y a pas forcément que des jeunes. Forcément, j'ai des personnes qui sont plus âgées que moi. J'ai pas envie qu'elles me voient comme un prof, mais pas non plus comme un pote, juste qu'on puisse avancer tous dans le même chemin et que ça se passe bien, quoi.
Et comment tu arrives à gérer ces 3 casquettes? Parce que je pense que ton emploi du temps il doit être ultra complet. C'est surtout, je veux dire, avant ça, c'est à quel moment justement tu rentres dans l'éducation nationale du coup. En fait, l'éducation nationale, du coup, c'est mon activité première. Moi, Ok. je suis à plein temps pour l'éducation nationale. C'est quand tu étais à STAPS, à quel moment justement tu bifurques justement. Non, en fait, ce qui m'a donné envie de rejoindre l'éducation nationale, c'est d'avoir rejoint la formation de l'EMF. Je Ok. fais 1 an à l'EMF Ok. et je me dis, ouais, en fait, je vais reprendre mes études, je vais faire un master pour être prof. Et donc, Ok. j'en suis arrivé là. Et tout ça pour revenir sur le fait de l'EMF, comment ça se passe. Ouais, comme j'ai dit, je pense que la pédagogie, je dois avoir ça en moi et ça se passe super bien, quoi. Voilà. Mais pour gérer ces 3 activités. Ouais, comment tu les fais? 3 activités, voilà, c'est ce que j'avais Je me oublié. dis quand même, ça Donc doit je être suis, physique. à plein temps pour l'éducation nationale. Donc on a quand même les mercredis après-midi, on a quand même les week-ends et on fait des heures assez convenables, hein. À côté de ça, le MF, donc je le cale les semaines de formation sur toutes les vacances que j'ai. Donc là, par exemple, je suis rentré de Martinique tout à l'heure et on commence la dernière semaine de formation de la promo lundi. Sur l'analyse vidéo, la sélection de Martinique. En fait, ce qui est bien avec une sélection, c'est qu'il n'y a pas tant de matchs que ça dans l'année. Donc ça laisse le temps. Tu vois, par exemple, le soir, je vais rentrer chez moi après le boulot. Et ben, je peux me préparer, je peux me faire aller dans la semaine 1 ou 2 matchs à regarder ou en fonction de ce que le coach peut me demander, le soir ou les mercredis après-midi ou le week-end, j'arrive à m'organiser comme ça. Ok. Et du coup, moi, justement, la bonne transition, c'est comment, justement, cette troisième casquette aujourd'hui qu'on va développer concernant l'analyse vidéo au sein du sélection nationale. Voilà, comment justement tu es rentré en contact avec le staff? Comment ça s'est fait justement? Et tu étais déjà, j'imagine, donc déjà tu étais déjà à l'EMF et tu étais déjà à Exactement. l'éducation nationale. Et comment cette troisième, en tout cas, casquette s'est ajoutée? Et ben c'est un peu le hasard et c'est là où enfin, les choses elles arrivent quand on s'y attend pas tellement. Ce qui s'est passé c'est qu'en fait il y a quelqu'un qui est passé par la formation, Camille Coudé qui aujourd'hui analyse vidéo à Le Mans et qui avait fait son stage à Guingamp, qui a été contacté par Michel Mauspinec qui lui s'occupe un petit peu de la sélection des joueurs, faire venir les joueurs pour les matchs et tout ça. Et donc j'ai ce Michel qui m'appelle et qui me dit oui bonjour, en fait on connaît une personne qui est passée par votre école et ce qu'on aimerait c'est avoir un élève de votre école pour rejoindre la sélection de Martinique en stage pour faire de l'analyse vidéo. Et en fait, je lui dis, mais moi je vis en Martinique et ce serait avec plaisir de rejoindre le staff. Donc à partir de là, il m'a donné le numéro du coach qui est Marc Collat, seul entraîneur à avoir gagné la Gambardella avec les U19 du PSG pour le moment. Et on s'est rencontrés, on a bu un café ensemble, on a un petit peu parlé. On a regardé. En fait, il m'avait demandé à l'avance de faire un petit travail sur le premier match que j'avais à faire avec eux, qui était contre le Panama. Donc, on a regardé un petit peu ensemble, on a parlé et on est parti comme ça. Et c'est top, quoi. C'est top. Ok, du coup, ça a matché Direct. directement Ouais, c'est avec le très coach. facile, ouais, très humain. Et justement, sur ces premiers échanges, sur la curiosité, c'est de dire, enfin, à quel moment tu te dis, bah voilà, vous vous êtes dit en fait tous les deux, là c'est bon, on va travailler ensemble, vous avez un peu échangé, j'imagine, sur votre vision du foot, sur ce que lui voulait, ce que toi tu pouvais apporter. Ouais. En fait, le but, c'est dans un premier temps de comprendre un petit peu ce que le coach voit. Parce que, par exemple, si on regarde un match, nous, ensemble, ou une action ensemble, moi, par exemple, je vais vous dire, bah, ça, c'est une contre-attaque. Et vous allez dire, pas forcément. Ou une attaque rapide. Voilà, le but, c'est d'avoir les mêmes définitions. Donc, quand on s'est rencontrés, moi, j'ai posé des questions un petit peu là-dessus. Et j'ai dit, si je te pose des questions, c'est justement pour comprendre un petit peu comment est-ce que toi tu vois les choses pour que je puisse m'aligner à toi. Parce que le but quand on rejoint un staff, c'est toujours de s'aligner au coach, hein. C'est pas le coach qui doit faire l'effort, c'est nous en tant qu'analyste d'essayer de comprendre et de voir comment est-ce qu'on va pouvoir aider le coach à faire passer le message qu'il veut faire passer aux joueurs. Et donc on est resté bien 1 heure ensemble, ouais, et puis à la fin il m'a dit voilà, on se retrouve en Martinique pour le match et voilà, simplement. Ok. Et toi, comment tu voyais ça déjà, une sélection nationale? Enfin, quand on t'a dit sélection nationale, un peu de la Martinique, peut-être que tu étais en CM2 avant, mais comment tu voyais un petit peu
la chose, tu t'es dit, voilà, il y aura des compétitions, comment ça va se passer en termes de rythme, Ouais. comment t'imaginais, juste avant de savoir. Ben, moi, j'étais très, très heureux. Dans un premier temps, ça faisait 3 ans que j'étais en Martinique et j'étais très heureux de rejoindre la sélection parce que, en tant que passionné de foot et en plus, j'ai une vraie attache pour la Martinique et les Martiniquais. J'étais très fier. Et ensuite, donc, on a commencé à se projeter parce que les premiers matchs que j'avais avec eux, c'était les matchs de Ligue des Nations. Donc on regarde un petit peu les équipes qui a joué, on va commencer à travailler dessus. On regarde nos joueurs aussi, parce que c'était important que je connaisse l'effectif. Donc j'ai regardé les anciens matchs, j'ai regardé un petit peu les vidéos des joueurs en détaillé de chaque joueur de la sélection. Et à partir de là, j'ai pris connaissance et voilà, c'était parti. Top. Et du coup, donc voilà, une fois que tu intègres un peu le staff, il y a quand même un peu cette différence du coup entre ce qu'on peut demander à un analyse vidéo en club et en sélection. Donc c'est un peu l'idée d'expliquer un peu cette différence. Bien sûr. Alors déjà, il y a une première différence que j'aimerais peut-être faire, c'est analyste en centre de formation et analyste pour une équipe professionnelle. Donc c'est-à-dire qu'au sein du même club, il y a 2 métiers différents, je trouve, là-dedans. Parce que le but de l'analyste vidéo en formation, ça va être d'accompagner le joueur dans sa formation. Logiquement, on n'est pas dans la volonté de performance, de gagne dans un centre de formation. Le but, c'est amener le joueur vers l'équipe professionnelle. Après, pourquoi faire ? Soit apporter un plus de niveau à l'équipe professionnelle et aller chercher des résultats, soit juste développer le joueur au maximum, puis le revendre après. Ça, c'est les politiques de club qui gèrent. Voilà. Après, analyste en équipe professionnelle, là-dessus, c'est plus la recherche de résultats, voir comment on travaille sur l'adversaire. Voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas en formation. En formation, on va plus travailler sur nos joueurs à nous. Et à l'inverse, pour une équipe pro, on va travailler un petit peu plus sur l'analyse de l'adversaire. Je dis pas qu'il n'y a pas d'analyse de notre équipe qui est faite, bien au contraire, et même de plus en plus avec tout ce qui est demandé à certains coachs, les projets de jeu, tout ça qu'on entend de plus en plus parler. Donc il y a un travail sur l'équipe même qui est de plus en plus développé, de plus en plus important, mais il y a énormément de travaux sur les adversaires qui sont faits. Enfin, on le voit aujourd'hui sur les 6 mètres, par exemple. On voit soit l'équipe elle décide d'aller chercher l'adversaire, donc souvent le gardien il est obligé de faire remonter, de jouer long. Sinon l'équipe décide de jouer plus bas et dans ce cas-là le gardien il peut ressortir proprement, mais ça devient de plus en plus rare qu'une équipe puisse ressortir proprement, sauf les grandes équipes quoi. Et dans la formation de l'EMF, est-ce que je pense que les 3 méthodes, on va dire, elles sont un peu évoquées, où il y a vraiment uniquement ce côté résultat pur et on forme vraiment au monde professionnel, où il y a ce côté aussi où on se concentre davantage sur la progression du joueur. C'est comment vous opérez à ce niveau-là ? Ouais, moi ce que je souhaite c'est que les élèves en fait ils soient prêts à rejoindre un staff, peu importe lequel, que ce soit en centre de formation ou en club professionnel ou pour alors une équipe professionnelle pardon. Le but c'est qu'ils soient prêts à répondre à la commande d'un coach. Donc je leur demande de s'adapter aux différentes demandes. Donc on les prépare un petit peu aux deux, mais vraiment le but c'est que vous devez satisfaire la demande du coach, peu importe qu'est-ce que la demande, vous devez pouvoir y arriver. Voilà. Donc on forme un petit peu aux deux pour répondre à la question. Et toi, à titre personnel, c'est dans quel domaine on va dire tu es plus à l'aise ? Tu es plus sur le côté formation ou ce que tu préfères vraiment c'est rechercher le résultat pur à travers tes analyses ? Ça va dépendre. En fait, sur la formation, ce qui est intéressant, c'est quand des joueurs sont vraiment intéressés par ça et que tu arrives à les avoir avec ça. En fait, il y a un travail qui est fait avec eux directement qui est vraiment intéressant. Mais je préfère quand même le côté recherche de résultats où en fait ce qui est intéressant sur les derniers matchs qu'on a pu jouer, c'est que par rapport à ce qu'on voyait à la vidéo, on mettait en place sur le terrain des séances d'entraînement ou des schémas de jeu pour reproduire un petit peu justement ce qu'on voyait et essayer de préparer à mettre en difficulté l'adversaire. Et je trouve que ça c'est vachement intéressant de voir un peu tu vois en fait la transition sur la vidéo puis sur le terrain et je trouve ça cool.
Et petite question, ça peut paraître peut-être bête ma question, mais je me demande ça. Il y a jamais de questions bêtes. Il y a pas de questions bêtes. En termes de moyens techniques, dans les grands clubs, on voit qu'il y a de très gros moyens. Il y en a qui utilisent des drones, etc. Est-ce que vous avez des moyens similaires aux grands clubs? Peut-être pas, mais quels sont les moyens, on va dire, qu'aujourd'hui, tu as à ta disposition pour ce travail? Avec la sélection de Martinique, Ouais. non, on n'a pas beaucoup de moyens. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les matchs sont filmés par les caméras. La CONCACAF fait filmer les matchs, donc moi, je récupérais les matchs à la fin. Mais je m'étais acheté. En fait, pendant le match, moi, je suis sur mon ordi, donc déjà, c'est mon ordi perso. J'ai mon logiciel d'analyse vidéo qu'on utilise avec l'école des métiers des footballs. Et ce que je faisais, c'est qu'en fait, je peux pas à la fois travailler sur mon ordi et filmer le match. Donc, je mettais une GoPro qui prenait quasiment tout le terrain et qui filmait le match. En fait, ça me permettait d'avoir 2 plans de vue. Un plan qu'on va appeler tactique où on va voir vraiment le terrain largement. Ce que je voulais, c'était pas forcément voir la couleur des crampons des joueurs. Moi, ce que je voulais, c'était la distance entre les lignes, voir le bloc, comment il se déplace. Et après, je pouvais récupérer le plan télé et travailler. Le plan télé, c'est ce qu'on va appeler le plan plus resserré, où là, vraiment, on va voir les ralentis, on va voir les zooms et tout ça, qui n'est pas forcément intéressant parfois. Parce que par exemple, sur corner, souvent, on va vous montrer le joueur qui va tirer le corner. Mais moi, je ne vais pas pouvoir voir les déplacements des joueurs. Alors que ce qui m'intéresse vraiment, ça va être le déplacement des joueurs. Mais pour revenir à la question des moyens, donc c'est un petit peu tout ce que j'utilisais. On n'a pas forcément énormément de moyens et on se débrouille comme on peut. En tout cas, c'est bien, je trouve, à titre personnel dans ton développement, parce que demain, si tu aspires à, on va dire plus tard, peut-être à travailler pour des clubs internationaux, on va dire que tu as eu un plan de travail qui est beaucoup plus précaire, on va dire, et avoir davantage de conditions, ça pourrait... Ouais, ça demande de l'adaptabilité, pardon. Et c'est là où c'est intéressant. Et en fait, moi, c'est ce que je dis aux gars que j'ai en formation. C'est pas les gars qui sont dans les meilleurs clubs, les meilleures analyses vidéo. Hein. C'est ceux qui, en fait, vont trouver les solutions pour répondre à la demande. Et comment est-ce qu'ils y pensent et l'efficacité, en fait. Voilà, simplement. On a vu des gars qui, en fait, faisaient des retours pendant l'entraînement. L'entraînement est filmé et en fait son club n'avait pas forcément de moyens, donc pour montrer aux joueurs, en fait le coach il disait stop, là il y a quelque chose qui me va pas sur cette séquence là, et ben en fait il a mis une télé sur un caddie avec une énorme rallonge pour ramener voilà, alors que par exemple Bielsa à l'OM, il avait sur la petite golfette, il avait un écran directement. Lui il savait qu'il pouvait pas acheter une golfette avec ça, et donc il a acheté une télé, un caddie. Et voilà, au final, le résultat est le même parce que les joueurs voient ce qui a été ou ce qui n'a pas été. C'est de la débrouillardise. Exactement. Top. Et là, du coup, donc effectivement, donc la section martiniquaise est engagée, en tout cas dans une compétition, on va dire, locale, donc la Gold Cup. Est-ce que tu pourrais un peu justement nous expliquer un petit peu ce qu'est la Gold Cup, comment ça se passe généralement pour se qualifier dans cette compétition, donc qui est dans la zone CONCACAF? Ouais, donc pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être la zone CONCACAF, c'est l'équivalent de l'UEFA, sauf que c'est pour l'Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes. Et la Gold Cup, c'est l'équivalent de l'Euro. Donc c'est la compétition continentale de la CONCACAF. Par la suite, en fait, les 4 meilleures équipes au classement FIFA, donc actuellement ce sont les États-Unis, le Mexique, Panama et Canada, sont qualifiés déjà pour un pré-tour, en gros. Et ensuite, les autres qualifiés pour ce pré-tour, en fait, c'est par le biais de la Ligue des Nations. Et comme pour la Ligue des Nations connue en Europe. Donc, les équipes qui sont en Ligue A, il y a 2 poules, 6 équipes par poule, et chaque équipe, en fait, joue 4 matchs. Donc on ne joue pas toutes les équipes de la poule, et il y a une équipe qu'on va rencontrer 2 fois. Donc c'est un système qui est un petit peu particulier, parce que par exemple nous cette année dans notre poule il y avait une équipe qui était assez faible, Guyana, et donc le Suriname a joué 2 fois Guyana, donc c'était 6 points pris d'office quasiment. Donc c'était pas très équitable par rapport au reste. Donc sur ces poules là, les 2 premiers
de chaque poule, donc ça faisait 4 équipes en plus, rejoignaient les 4 équipes que j'ai citées tout à l'heure, États-Unis, Canada, Panama et Mexique, pour ce pré-tour. Et en gros, on arrivait sur des quarts de finale de la Ligue des Nations. Et toutes les équipes qui se qualifiaient pour les demi-finales de la Ligue des Nations sont donc directement qualifiées pour la Gold Cup. Voilà. Ensuite, pour se qualifier pour la Gold Cup, il y a des matchs de barrage qu'on a joués là il y a quelques semaines et que malheureusement nous avons perdu contre le Suriname, 1-0 à l'aller et 1-0 au retour. Donc le Suriname s'est qualifié pour la Gold Cup et malheureusement nous on ne s'est pas qualifié pour cette édition de la Gold Cup. Donc ça a été un petit peu compliqué. Et les dernières équipes qualifiées pour la Gold Cup, ce sont les équipes qui ont terminé première de la Ligue B de Ligue des Nations. Donc c'est encore un petit peu particulier. Oui, celles qui sont dans première de la Ligue B se qualifient d'office. Ouais, c'est ça. Vous mettre en Ligue B alors. Ouais, en fait c'est à se demander où est-ce qu'est parfois les. Il y a une Ligue C, mais eux non. Eux ils montent, ils montent en Ligue. Quand on termine premier de Ligue C, on monte en Ligue B. Mais quand on est du coup en Ligue B et qu'on termine premier, et ben on est directement qualifié. C'est ça. C'est vrai que ça paraît peut-être un peu petit, mais moi j'ai vu sur la CONCACAF, c'est à peu près 60 associations, 60 fédérations. C'est quand même énorme. Et 16 participants. Je sais pas pour cette année s'il y a un invité. Je sais que sur le présente, il y avait un invité. Ouais. Cette année, je pense pour 2025, qui débute le 14 juin. C'est le 14 juin prochain. Exactement. Et l'invité, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, ok, qui sera invité. La dernière, il me semble que c'était le Qatar. Effectivement. Et là, c'est l'Arabie Saoudite. Donc voilà. Et ça a lieu tous les 2 ans. Ouais, tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Et là, cette année, c'est États-Unis et Canada. États-Unis et Canada, ouais, c'est, je pense, pour préparer un petit peu la Coupe du Monde 2026, les infrastructures et tout ça, la mise en place. Ok. Et là, du coup, si on revient un petit peu dans le temps, donc c'est vrai que le dernier match, c'était le 25 mars dernier. Donc, malheureusement, la Martinique ne s'est pas qualifiée. Mais si on prend un peu le parcours, toi, comment... alors, du coup, la Ligue des Nations a débuté quand? En 2024, peut-être? Septembre 2024. Ok. Septembre 2024, ouais, avec 2 matchs. Un match contre le Guatemala, là-bas. Donc pareil, en fait, vu que la sélection de Martinique, ça reste une petite sélection et qu'on n'est pas reconnu par la FIFA, on n'a pas de crédit FIFA. En fait, on ne reçoit pas forcément l'argent comme peuvent le recevoir les autres équipes. Par contre, on reçoit quand même de l'argent de la CONCACAF, qui, elle, nous reconnaît. Et donc, on est allé au Guatemala. Conditions de voyage dures. Malheureusement, on perd 3-1. Bon, première mi-temps, on passe un petit peu à côté. On revient à 1-1. Concède un penalty, ensuite on a un penalty pour revenir à 2-2, on le rate, et à 92e on prend un petit contre et 3-1. Et 4 jours après on recevait Guyana, où au bout de 10 minutes on prend un contre, je crois que 5 minutes après on prend un carton rouge, puis on prend un deuxième contre, donc 2-0 juste avant la mi-temps, et au final avant la mi-temps on revient à 2-1, et puis on arrive à remonter à 2-2 et même peut-être avoir... Enfin, je sais pas si on peut dire avoir des regrets quand tu perds 2-0, que tu es à 10 contre 11 et faire 2-2. Mais il y avait peut-être la place de gagner ce match. Mais au final, on fait 2-2. Et octobre, donc il y avait les 2 autres matchs. Donc là, c'était contre la Guadeloupe. Un match aller là-bas, qu'on gagne 1-0. Très beau match. Et le match retour, le second match, parce que c'est pas match aller-retour, le second match, qui se joue en Martinique. Donc on revient en Martinique et en fait la Guadeloupe avait fait un courrier à la FIFA pour dire que la CONCACAF à la FIFA. À la FIFA, d'accord, directement. Okay. À la FIFA, parce que à l'époque en Martinique, donc il y avait un contexte social qui était un petit peu difficile par rapport à la vie chère. Et donc la FIFA a envoyé un émissaire pour voir si le match était jouable. Il a décidé que non. Donc en fait, nous on est rentré le samedi à l'hôtel en Martinique. Et le soir, le président qui vient nous féliciter et qui nous annonce que demain on repart en Guadeloupe pour jouer le second match. Voilà. La liste est déjà faite. Voilà. Et du coup, 0-0. Donc au final, on s'est maintenu en Ligue A, qui était vraiment un bel objectif. La Guadeloupe, eux, sont descendus en Ligue B. Donc en plus, Martinique-Guadeloupe, c'est un petit derby et tout ça. Il y avait quand même de la tension, une ambiance. Mais on a un groupe vraiment soudé, et de joueurs vraiment soudés et génial. Moi,
j'ai énormément ri, j'ai énormément appris avec ce groupe-là et c'est quelque chose d'exceptionnel et ça se voit sur le terrain en fait. Ça se voit sur le terrain. Et le dernier adversaire, du coup, parce que là, il y en avait 3. Et le dernier, Et ben c'était- justement, en fait, tu joues 4 matchs, mais il y a une équipe que tu rencontres 2 Ah fois. oui, oui, d'accord, oui, c'est ça. Et une équipe de fois. Oh là là, c'est Ouais. ouais, c'est vraiment. Oui, là, c'est. Ouais. Et du coup, comment se sont préparés justement ces 3 matchs-là? Comment justement. Voilà, il y a et c'est effectivement la Ligue des Nations, CONCACAF, voilà, qui va débuter. Alors effectivement, il y a un groupe qui préexiste, mais voilà, à ce moment-là, c'était quoi les discussions avec le coach? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que le coach te demande justement par rapport aux adversaires qui sont connus? Comment ça s'est préparé justement? Et ben la relation avec le coach, en fait, elle a changé au fur et à mesure du temps, dans le sens où au début, voilà, il me disait je veux voir ça, je veux voir ça, je veux voir ça. Et après, au fur et à mesure des discussions qu'on avait, forcément, il a pris confiance en moi. Et en fait, c'était plus moi qui allais lui dire bon, ben là, j'ai vu ça, qu'est-ce que toi tu en penses? Et il m'a dit ok. Donc en fait, ce qui se passait, c'est qu'on était souvent en échange sur WhatsApp où on pouvait s'appeler. Moi, je commençais à faire les matchs bien 1 ou 2 mois avant notre match. Et comme ça, 3 semaines avant le match, je lui ai envoyé un petit montage pour lui dire. C'est-à-dire que tu faisais un montage de l'adversaire. C'est ça. Exactement. Au moins montage un de mois l'adversaire. avant. Au moins Ouais. un mois avant, montage d'adversaire sur Voilà. ce que te demandait un peu le coach et agrémenté aussi de ce que toi tu constatais. Ouais, Que ce soit sur les phases défensives, offensives, exactement. sur des joueurs à Exactement. surveiller par Et au exemple. final, on est arrivé à un moment où le coach me faisait totalement confiance Mhm. et où je lui envoyais un montage et juste parfois il me disait bon ben j'aimerais juste rajouter ça ou quoi. Alors qu'au début, il faut vraiment qu'on soit à 2 pour le faire, pour bien comprendre un petit Mhm. peu ce que lui il voit, comment est-ce qu'il il voit la chose et qu'est-ce que mettre en avant et qu'est-ce que pas forcément mettre en avant. Donc au fur et à mesure que tu comprends un petit peu ce que le coach recherche, bah forcément tu gagnes du temps dans ton travail et tu peux lui proposer plus vite les choses. Et une fois du coup, donc voilà, tu as fait le montage, donc c'était pour le premier match contre le. C'était. Guatemala. Guatemala, pardon, c'était Ouais. le premier match contre le Guatemala. Donc tu as fait ton montage, tout ça. Alors, petite question, ça qu'on m'a posé, vous êtes combien dans le staff? Alors dans le staff, il y a un coach, enfin là pour la sélection de Martinique, un coach adjoint, le préparateur physique, l'entraîneur des gardiens, 2 kinés, un doc, un analyse vidéo, 2 intendants, quelqu'un à la com et Michel Mouspinec qui s'occupait des joueurs, un community manager. Donc Ok. 13. Et à chaque fois qu'il y a qu'il y a un déplacement, tout le monde se déplace, tout le staff se déplace? En fonction des possibilités, oui. Ok. Voilà, en fonction des possibilités, on se déplaçait ou non. Mais Ok. là, par exemple, pour le Suriname, on s'est tous déplacés, oui. D'accord. Et une fois que tu as, donc voilà, tu as fait effectivement toi, tes analyses, tu as envoyé le coach. La sélection du coup donc doit préparer le match. Il y a combien d'entraînements par semaine? Parce qu'en même temps, je que les joueurs sont aussi en club. Donc Ouais. comment se passent les rassemblements du coup? Eh bien, en Sur fait, cette préparation, tu vois, ouais. comment ça s'est préparé? Ce qui se passe, c'est qu'il y a des premiers entraînements avec les joueurs locaux, donc c'est les joueurs qui jouent en Martinique, Ok. pour les clubs de Martinique. Il y a peut-être 2 ou 3 entraînements avant le départ, le rassemblement. Et ensuite, les joueurs donc, qui jouent dans les championnats européens ou autres rejoignent le groupe. Et là, en fonction du temps, tu peux avoir 2, 3 séances. Donc Ah oui. ça va vite, avant Oui, le ça va premier super match. vite. Avant Donc le ça premier va match, vite. tu vois, deux, Ouais. qui sont, je veux dire, généralement, donc par exemple pour ce premier match-là, contre le Guatemala, c'était quoi, une semaine avant, 10 jours avant, à peu près? J'imagine que c'est 3 séances d'un coup, c'est sur 3 jours. Ouais, non, c'est une séance par jour. Dans tous les Une séance cas, par jour, c'est une ok. séance par jour. Une séance par jour et on doublait très rarement ou voire jamais. J'ai Ok. pas le souvenir qu'on ait doublé des séances. Mais ouais, du coup, en fait, par exemple, si on avait match le samedi, Mhm. souvent il y avait lundi, mardi, le rassemblement des joueurs locaux, le temps Ouais. que les joueurs du championnat, des championnats européens et autres arrivaient. Mhm. Et ensuite, mercredi, jeudi, vendredi, l'entraînement groupé. Et avec ça, donc la journée, donc les entraînements, c'est souvent en milieu ou fin d'après-midi. Ouais. Et après la journée, c'est les soins, c'est des réveils musculaires, c'est les réunions d'analyse vidéo où Ok. là, on va projeter voilà, tout ça. Et, Voilà. et justement, par exemple, toi, quand tu constates quelque chose, donc par exemple, là, je prends toujours le premier match du Guatemala, tu constates une faiblesse défensive ou à un moment tu dis, bah là, il y a quelque chose qu'on pourra faire.
comment justement le coach s'en empare et comment lui après, quand il veut retravailler ces séquences-là, ces jours-là, est-ce qu'il va t'associer au discours qu'il va donner aux joueurs? Est-ce qu'il va leur montrer les vidéos? Enfin, comment après justement le travail que tu as fait, comment il est réinvesti en fait? Et ben en fait c'est avec l'ensemble du staff où on discute un petit peu de ce qu'on met en avant à la vidéo. Et en fonction d'eux, il y a souvent un exercice dans la séance qui est adapté en fonction de ce que l'on voit. Et pendant la séance, du coup, on regarde, on discute un petit peu. Par exemple, la dernière fois, c'était le positionnement de nos latéraux qui n'allaient pas sur le match contre le premier match contre le Suriname. Du coup, on a essayé de corriger ça au deuxième. Donc, à l'entraînement, on faisait bien attention à ça. On avait mis en place un circuit de passe et à un moment, nos latéraux devaient monter précisément. Et donc, on a travaillé là-dessus, par exemple. Voilà. Okay. Après, donc le coach. Donc, moi, pendant les entraînements, j'étais sur le terrain. J'avais mon iPad à côté de moi pour voir les séquences exactement si le coach le voulait. Et également pendant les entraînements, en fait, avec le coach, on s'occupait à deux des coups de pied arrêtés et des corners principalement. Donc, moi, je m'occupais, en fait, je prenais. Le coach, il connaît déjà son 11 la veille du match quasiment. Donc, il prend ses joueurs, il les positionne en fonction de comment il veut. Et moi, en fait, je prenais les joueurs qui allaient débuter sur le banc. Et en fait, je les positionnais comme l'adversaire se positionnait. Et je leur demandais de faire ces courses-là. Par exemple, s'il y a un joueur qui va sur le gardien pour le gêner, bon, ben, je prenais un joueur qui avait plus ou moins le même gabarit si possible. Et je le mettais sur notre gardien pour le gêner. Après, voilà. Course au premier poteau, bon, ben, tu l'as fait comme ça à ce moment-là. Et on travaillait comme ça. C'est-à-dire sur les séances, tu as vraiment un rôle assez Ouais, important. j'avais un petit rôle qui était cool sur les coups de pied arrêtés. Et aussi sur les pénaltys avec les gardiens où on regarde un petit peu. En fait, je prends les pénaltys, les tireurs possibles de pénalty. Et voilà, on regarde avec le coach des gardiens. Donc c'est pas de la loterie, hein. Après, il y a toujours le facteur stress que tu peux pas en fait, il y a plusieurs avis là-dessus. Et moi, je dis dans le foot, en fait, il y a pas de vérité. Il y a certains coachs vont penser d'une certaine manière, d'autres vont penser d'une autre manière. Mais il n'y a pas de vérité parce que si je vous demande peut-être à vous deux c'est qui le meilleur coach au monde, vous allez peut-être pas être d'accord, tu vois. Donc, il y a beaucoup de subjectivité dans voilà, exactement. Et au final, c'est que le terrain qui parle et les détails. Hein, parce que tu as beau préparer un match de la meilleure des manières, il suffit qu'un de tes joueurs, au moment d'un duel, il glisse et au final, il coupe un mec et qu'il prenne rouge. Au final, tu te retrouves à 10 contre 11 à cause d'une glissade, alors que tu as préparé un match tout entier pendant un mois. Et voilà, c'est des détails. Hein. Donc, toi, tu as beau préparer le match de la meilleure manière que tu veux, au final, c'est quand même les joueurs qui sont sur le terrain et ça dépend d'eux principalement et de détails. Hein. Et sur justement les joueurs du groupe, donc aujourd'hui sur la section de la Martinique, en pourcentage, on dirait c'est combien de joueurs qui sont dans le championnat, on va dire, local et combien qui sont en dehors? Est-ce qu'on est sur 60-40? Est-ce qu'on est plutôt sur le dernier rassemblement, le premier match contre le Suriname, il me semble qu'on démarre avec 9 joueurs qui ont des contrats professionnels en Europe. Ok. Et 2 joueurs, si je dis pas de bêtises, 2 joueurs qui sont locaux. Et sur le second match, on est plus. Et par contre, sur le banc, il me semble pas qu'on ait des joueurs pro. Par contre, sur le deuxième match, on a démarré à 7 joueurs qui ont des contrats en Europe et 4 joueurs locaux. Alors quand tu dis joueurs pro, c'est-à-dire qu'ils jouent à quel niveau? C'est-à-dire qu'ils jouent en... Enfin, minimum, c'est... Enfin, il y a un Ligue 2... ouais. Notre capitaine, Brighton Labo, est avant central en avant Guingamp. Okay. Bon, là, il s'est blessé, malheureusement. Bon rétablissement à lui. On avait Jonathan Varane, le frère de Rudy Varane, le frère de Raphaël Varane, pardon, qui joue, lui, à QPR. Ok, Queen's Park. Voilà. On avait un joueur très important pour notre effectif, Kevin Napin, tant sur le terrain qu'en dehors, qui lui s'est fait les croisés au mois d'octobre et lui joue à Burgos en Liga. Après, on a Poulolo, le défenseur central, qui joue en D1 tchèque, si je dis pas de bêtises. Okay. Après, on a d'autres joueurs de Ligue 2, notre gardien Yanis Clémencia qui est à Caen. On a quelques joueurs en national.
On a des joueurs qui étaient en D1 de Turquie. Donc voilà, ouais, Ok. ça bouge beaucoup. Donc majoritairement, c'est plutôt, ces joueurs-là, en tout cas pro, ou qui jouent en Europe. Et localement, on a quand même quelques joueurs qui jouent en championnat local. Ouais, on a des joueurs qui jouent en Martinique, il y a C'est 3 régional, niveaux. c'est ça, Régional 1, Régional 2, Régional 3. Et il y a certaines équipes de Régional 1 qui, à mon sens, ont un niveau de National 3, National 2 en métropole. Mhm. Et on a des joueurs vraiment très intéressants. On a différents joueurs, hein. Il y en a, ils vont plus être basés sur le physique. Il y en a, pas comme je pense à Lucas Arden qui, lui, se déplace très très bien. Intelligence de jeu, franchement, top joueur. Et sinon, on a Rudy Varane qui est devant aussi, la Mazine au milieu. Enfin, c'est des joueurs qui, honnêtement, ont un très très bon niveau. En fait, il faut pas s'arrêter à se dire que c'est pas des joueurs pro. C'est des joueurs qui sont sortis de centres de formation ou alors qui n'ont jamais voulu quitter Lille et qui ont un excellent niveau. Et ça se voit que c'est plus qu'une passion pour le foot et que c'est vraiment quelque chose qui compte et qu'ils font des sacrifices pour. Voilà. Est-ce que sur la sélection des joueurs, le sélectionneur il te consulte peut-être pour une analyse un peu plus poussée sur les qualités de joueurs ou... Non, ça le coach il fait lui-même son avis, il fait lui-même son groupe et moi j'ai pas mon mot à dire là-dessus. Voilà. Non, je me disais peut-être pour avoir une analyse plus détaillée du joueur, pas forcément te demander est-ce que tu le recommanderais, etc. Ouais. Mais dans le sens... Non, pas du tout, ok. Non, il me demande de temps en temps des montages pour les joueurs, mais c'est plus pour les aider à trouver de nouveaux clubs. Par exemple, quand un joueur ne va plus jouer dans son club, moi je vais lui faire un montage pour qu'on essaye de le mettre en avant. Par exemple, il y a Joris Moutachi pour qui j'ai fait ça et qui a trouvé un club. Et il y a Patrick Burner aussi qui vient de signer aux États-Unis. Mais parce qu'on se rend compte que ça va très vite dans la carrière d'un joueur. Hein. Il suffit d'un petit hic et c'est cool en tout cas de faire ça. Bah ouais, en fait, encore une fois, répondre à la demande du coach et savoir s'adapter, c'est important, quoi. Et justement, par rapport à ça, donc les joueurs qui jouent un petit peu partout, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, vous avez déjà eu des fois des difficultés des clubs qui ont pas envie de libérer les joueurs parce qu'ils disent voilà, c'est peut-être pas une compétition majeure. Alors déjà pour la CAN des fois on retrouve ce problème, alors que la CAN c'est quand même déjà beaucoup plus gros. Mais voilà, pour la CONCACAF, est-ce qu'il y a déjà eu des soucis avec certains clubs? Ouais, enfin des soucis, je sais pas. Encore une fois, c'est pas moi qui fais les convocations aux joueurs, j'ai pas les infos. Mais c'est vrai que en fait, vu qu'on n'est pas reconnu par la FIFA, les clubs n'ont aucune obligation de libérer leurs joueurs. Okay. Le seul moyen en fait, c'est au moment de la signature d'un contrat d'un joueur avec son club qu'il l'inclut dans le contrat. Là, le club, du coup, il est obligé de le laisser. Mais à l'inverse, par exemple, du Suriname qu'on a joué, qui eux est reconnu par la FIFA, les clubs sont obligés pour le Suriname de libérer leurs joueurs et pas pour nous. Donc voilà, après, les joueurs, comme j'ai dit, on a un très bon groupe à chaque fois et les joueurs donnent le maximum et pour venir. Les joueurs vraiment font le maximum pour venir. Donc voilà. Ok, non mais c'est top. Et justement sur les matchs là, donc même que tu fais, que vous avez fait en tout cas à domicile, et parce qu'effectivement tu as aussi d'autres joueurs qui jouent à l'étranger, il y a déjà eu effectivement des fois des observateurs, ou des recruteurs étrangers qui sont venus voir vos matchs, ou qui sont venus vous interroger un peu le staff sur tel ou tel joueur? Pas à ma connaissance. Après ça m'étonnerait pas que l'an dernier, l'an dernier au mois d'avril si je dis pas de bêtises, on a fait un match amical contre le Suriname et on a été joué aux Pays-Bas. Ok. Donc encore une top expérience et peut-être que dans les tribunes il y avait un ou deux recruteurs, mais honnêtement j'en ai pas l'info ni la confirmation, mais je trouverais ça un petit peu logique quand même de se dire je vais peut-être aller faire un petit tour, voilà. Ok, d'accord. Oui, donc t'as pas. Enfin, ils vous le disent pas de manière officielle en tout cas. Ouais, voilà, on n'a pas les personne infos. Vous dit voilà où vous contacte parce qu'il y a tel joueur, qui se. D'accord. Non, mais c'est super. Enfin, moi je trouve ça bien. Je trouve que c'est super. Et justement, donc hormis par exemple si on prend cette saison là, hormis les matchs là, que tu as précités tout à l'heure sur la Gold Cup, est-ce que vous avez des matchs amicaux? Donc sur une saison entière, il y a combien de matchs à peu près
environ Ben, ça dépend s'il y a une compétition ou pas. Tu vois, Ok. là, par exemple, une compétition continentale comme la Gold Cup. La Gold Cup, tu peux peut-être rajouter les 3 matchs de poule au minimum, Ouais. plus peut-être 1 ou 2 matchs amicaux pour préparer. Ok. Tu peux te rajouter 5 matchs. Mais en soi, dans l'année, je pense qu'il faut compter 6 matchs, 7 Ouais. matchs. Par exemple, l'année prochaine, il y a pas a priori de compétition. Euh, du coup, tu sais à peu près combien il va y avoir de matchs à peu près ou, il y a quand même une préparation pour après, là, parce qu'il y aura quand même les éliminatoires, enfin ça va recommencer avec des nations et autres, comme tous les 2 ans, mais il n'y a pas de compétition majeure. Actuellement, je pense que on ne pourra pas répondre parce qu'avec le staff, du coup, vu que l'objectif de la Gold Cup n'a pas été atteint, des dernières informations que j'ai eues, on n'a pas été reconduit. Ok, d'accord. Donc l'aventure s'arrête là pour nous. Mhm. Donc voilà, mais a priori, il devrait y avoir peut-être un match amical. Ok. Mais encore une fois, ça dépend des finances parce que c'est un budget quand même un match. Et sinon, ce sera la Ligue des Nations en 2026. Donc, 27 non, septembre 2026. 26, ah oui, on reprend les éliminatoires. 2027, oui. C'est tu as raison. 2027 la Gold Cup 2027. Exactement. Et qu'il y a les éliminatoires, voilà, qui 2027, donc ça ferait 1 an et demi sans 26, sans voilà, match. qui est en 2026. Donc ça peut faire long. Attends, voilà, je disais, voilà, c'était fiction pour un peu savoir comment ça fait. Et en termes. Je sais pas si tu avais. Non, Non, je parlais, cette fois-ci, effectivement, on a un peu parlé effectivement tout à l'heure pour venir à ce qu'il disait sur les moyens. Là, de manière plus globale, justement, sur les infrastructures qui existent, notamment, là, je vais plus parler au niveau local. Par exemple, effectivement, donc, il y a une sélection qui fait quand même des compétitions, enfin, au moins une compétition internationale, c'était quand même pas rien. Toi, est-ce que voilà, tu vois quand même des axes d'amélioration sur les infrastructures à voir en termes déjà de terrain, en termes d'accessibilité peut-être, j'imagine le foot accessible, mais voilà, est-ce qu'il y a toutes les infrastructures possibles? Est-ce qu'il y a aussi des liens qui se font aussi, que ce soit alors avec la Guadeloupe ou d'autres pays, que ce soit en termes de formation, d'échange de pratiques ou avec la métropole? Voilà, comment justement ça se passe? En termes de stade, il y a un nouveau stade qui a été construit à Sainte-Marie pour un grand club de la Martinique qui est la Samaritaine. Donc les stades se développent un petit peu. Aussi les staffs, hein, il y a de plus en plus de staff dans les clubs qui se développent. Voilà, chaque année, il y a un club qui va plus ou moins loin en Coupe de France. Cette année, c'était le RC Saint-Joseph qui a affronté Bastia. L'an dernier, c'était le Golden Lion qui a affronté le LOSC. Mais en termes de formation, sincèrement, je ne suis pas assez impliqué là-dedans pour te répondre. Mais après, sur les infrastructures, oui, il y a des investissements qui sont faits, notamment sur un petit peu la vidéo, sur la communication. J'ai déjà vu des différences, oui, en quelques temps là-dessus. Et faut continuer dans ce sens-là, je pense, pour pouvoir développer le football martiniquais. Après, le souci qu'on peut peut-être regretter, c'est que le Creps aux Antilles est en Guadeloupe. Donc forcément, les joueurs martiniquais qui rejoignent le Creps sont en Guadeloupe et on peut pas forcément en profiter ou un petit peu voir, sonder. Mais Et du coup, il n'y a jamais eu en tout cas de projet d'avoir une antenne du Creps à Martinique? Pas que je sache. Okay. Franchement, pas que je sache. Et je pense que là, on rentre dans un domaine peut-être politique. Oui, c'est moi aussi. Hein, mais j'ai pas l'info en tout cas. Et je pense que ce serait quand même peut-être trop de Creps, sachant qu'il y a même la Guyane qui va au Creps de Guadeloupe. Donc ouais, ça ferait un petit peu beaucoup peut-être. C'est un Creps pour la région. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais ouais, après, honnêtement, quand je vois les jeunes qui sont passionnés de foot et que ça joue un petit peu dehors, je me dis que ça donne. Puis on reste une petite île, hein. La Martinique, c'est 320 000 habitants. Et quand on regarde les résultats qu'on arrive à faire sur la scène internationale comme ça, je pense qu'il y a de quoi être fier, hein, parce que, voilà, comme j'ai dit, c'est un groupe, c'est un état d'esprit. Et voilà, j'espère que le meilleur pour le foot martiniquais arrive. Donc en termes d'infrastructure, quand même, c'est assez développé par rapport, on va dire... Oui, il y a des beaux stades, ouais, franchement, il y a des beaux stades qui sont faits. Il y a quelques synthétiques qui arrivent sur l'île. Okay. Voilà.
Mais oui, après, les staffs et les stades sont vraiment bien, hein. Il y a des stades avec des belles tribunes couvertes et tout, sans souci. Et non, c'est franchement, Et toi, en franchement termes de bien. moyens, quand tu étais à Montpellier, j'imagine quand même, bon, Montpellier ça reste la Ligue 1, donc il y a des gros moyens. Et par rapport à la sélection martiniquaise, il y a, j'imagine, un gap, mais est-ce que tu trouves que le gap il est assez élevé ou il y a quand même vraiment des choses qui sont développées comme des salles de sport vraiment assez intéressantes pour la préparation à ce niveau-là en Mais en matière fait, de préparation ce ou... qui est différent, c'est que par exemple, pour le club de Montpellier, enfin, tu t'entraînes tout le temps au même Mhm. endroit. Tous les jours, tu es au même endroit, donc forcément, ça se développe là-dedans. Alors que pour la sélection, tu es peut-être Donc, 3 jours à l'hôtel en Martinique, puis ensuite 3 jours à l'hôtel dans le pays où tu vas. Donc, t'as pas tout ça et tu peux pas te développer tant que ça. Après, il y a quand même des locaux enfin, les locaux de la Ligue de Martinique qui ont tout le matériel et tout ça ok. pour avoir des entraînements de qualité. Mais ouais, enfin, franchement, à partir du moment où tu as des ballons, des joueurs qui veulent, tu peux faire du travail de qualité, hein. Voilà. Ok. Et du coup, toi, tu as déjà aussi également rencontré ou échangé donc, avec d'autres analystes vidéo, de d'autres sélections, en tout cas, Mm. voilà, que ce soit dans la zone ou en dehors de la zone. Ouais. Ouais, ouais. Là-dessus, peut-être parler un petit peu des analyses vidéo en France. Je sais qu'il y a énormément de solidarité dans ce métier et une Mhm. bonne ambiance avec des échanges réguliers. Parce qu'en fait, pendant les matchs, souvent on travaille au même endroit. Mhm. C'est-à-dire on est dans les mêmes endroits souvent que les journalistes. Et en fait, on va se positionner pas côte à côte, mais plus ou moins à quelques mètres de distance. Et avant le match, enfin, souvent il y a des échanges qui sont cordiaux et même après le match. Et également, là, j'ai été surpris sur les échanges que j'ai pu avoir, notamment avec l'analyse du Suriname, où voilà, on a bien échangé, on a parlé un petit peu de comment est-ce qu'on travaillait, et tout ça, chacun de son côté. Et non, c'est vraiment quelque chose de positif dans ce métier-là, où il y a une solidarité et une réelle bienveillance. Enfin, c'est mon avis, après peut-être que je me trompe, mais moi je ressens de la bienveillance entre les analystes. Voilà. Ok. Et sur les matchs amicaux enfin en tout cas que tu as pu faire, sur les adversaires rencontrés, est-ce que, alors ma vraie question c'est est-ce que déjà vous en avez déjà rencontré, hormis la Guadeloupe, parce que j'ai rencontré en compétition, ou voir la Guyane, est-ce qu'il y a eu d'autres territoires comme la Réunion, comme peut-être la Nouvelle-Calédonie, ou Tahiti, voilà, est-ce qu'il y a déjà eu ce type de match, en tout cas organisé, et aussi contre d'autres sélections, est-ce qu'il y a déjà eu voilà, d'autres Mhm. sélections, en tout cas, que ce soit en Afrique ou en Europe. Alors, on a eu un match amical, comme j'en ai parlé l'an Mhm. dernier, contre le Suriname. Suriname. Mhm. Après, moi, c'est le seul match amical que j'ai pu faire avec D'accord. la sélection, donc peut-être qu'il y en a eu avant. Je sais qu'il y avait eu un match amical contre la Guadeloupe en région parisienne. Ok, Voilà. oui, si je me Donc là, souviens de ça, effectivement. ça avait été un bel événement apparemment. Mhm. Après, j'ai pas tant d'infos que ça là-dessus, donc je peux pas Ok. réellement répondre à ta question. Ok, je sais qu'il y a quelques années de ça, il y avait aussi la Coupe Interdom qui avait été faite ici. Je sais plus si ça existe encore, mais en tout cas, effectivement, il y avait la Martinique, la Réunion ou autre. Mhm. Mais voilà, c'était aussi de savoir Ouais. un petit peu s'il y avait aussi des échanges entre équipes ultramarines, Ouais. notamment sur les amicaux. Et ben j'ai été surpris quand on a joué Mhm. en Guadeloupe de pas avoir d'analyse vidéo quand même en Guadeloupe alors Mhm. que il y a quelqu'un qui travaille au Crêpes quand même avec les jeunes et puis donc il est connu de la ligue. Donc j'ai été surpris de ça un petit peu mais j'ai pas pu réellement échanger avec lui là-dessus mais après sur les autres sélections ouais j'ai pas eu tant d'échanges ou d'informations que ça. Et après, quand même, sur les matchs amicaux, ça demande un budget, sincèrement, quand t'es pas reconnu par Mhm. la FIFA. T'as pas toutes les dotations, encore une fois, c'est une question de moyens parce que il faut payer l'hôtel, il faut payer les billets d'avion, il faut payer les joueurs, il faut payer le staff, il faut payer le stade, Mhm. tout ça, donc la sécurité du stade, il faut payer tous les repas qu'on mange à l'hôtel, les boissons. Donc ça chiffre, hein, honnêtement, et donc ouais, c'est compliqué, je pense, pour certaines sélections d'organiser des matchs amicaux. Mhm. Ouais, je comprends, ouais. Et toi, par la suite, enfin, je pense que le format sélection, ça te convient par rapport à ta vie professionnelle. Mais est-ce que par la suite, tu te projettes peut-être sur du temps plein dans un club professionnel
Ou ce format-là, ce cadre Hmm. professionnel-là, il te convient avec ces différentes activités professionnelles? Sincèrement, je pense pas, parce que là, j'ai vraiment goûté à quelque chose d'exceptionnel en termes d'expérience. Et puis surtout, ben, avec la formation de l'EMF, ce serait pas possible en fait Ok. que je sois à plein temps dans un club et que 3 semaines dans l'année, je dise ben, excusez-moi, je vais former Hmm. des élèves. Et puis non, donc quand je fais les choses, je les fais à fond. Aujourd'hui, rejoindre un club professionnel, c'est pas forcément ce que je souhaite. Voilà, j'y ai été, j'ai goûté, mais voilà, je préfère le train de vie que j'ai actuellement et voilà. Ok. Voilà. Ça serait peut-être pas. Enfin, après, tout dépend si à un moment donné tu décides de vraiment changer de cap. Ouais, Mais là, voilà. en tout cas, Mais aujourd'hui, là, oui. ouais. Après, t'es jeune, donc je me Oui, dis, voilà, je suis jeune. t'as Moi, le ce que temps. j'aimerais dans un avenir, c'est pouvoir continuer les diplômes de coach un petit peu. Ok. Je prends le temps, je prends du recul, je continue d'apprendre, hein. Là, j'ai énormément appris, que ce soit du côté sportif ou humain, avec le coach Marcola, que j'ai adoré, franchement, et je remercie énormément pour tout ce qu'il a fait. Pareil, le préparateur physique de la sélection, David Guillet, qui est quelqu'un d'exceptionnel et de très professionnel. Humainement, pareil, top expérience. Et je suis pas sûr de retrouver un staff en fait comme ça dans les clubs pro ou bah, surtout avec le contexte actuel. Mhm. On sait que les clubs français sont en danger ou ne sont pas très bien. Et je pense que du coup, les situations sont pas forcément agréables. L'ambiance doit pas être forcément agréable. Et je sais pas si c'est réellement ce que je recherche. Mais du coup, plus tard, tu te vois entraîner? Ouais, moi, enfin, peut-être Ok. pas entraîner. Ce que je rechercherais, c'est peut-être justement être adjoint Ah, pour en ok. fait travailler avec les analyses vidéo et continuer là-dessus. Et ouais, peut-être pas avoir trop de responsabilités en tant que coach, D'accord. mais en tant qu'adjoint, ouais, moi je me verrais bien dans un futur en tant qu'adjoint et voilà, Donc, ce je serait pense que passer le diplôme pour, on va dire, développer des compétences, mais pas forcément exactement, être. Ok. exactement, ouais, c'est pour accompagner, voilà, Mais adjoint, accompagner peut-être aussi, parce que j'ai l'impression que tu es quelqu'un de très humain aussi pour faire peut-être le le lien. lien entre les joueurs et Je sais pas, mais le coach principal. ouais, je me vois pas en tant que coach principal. Ok. Enfin, pas pour le moment, faut jamais dire jamais, hein. Faut Oui, bien pas sûr, être bien sûr. fermé à quoi que ce soit. Mais ouais, coach adjoint, je pense que c'est quelque chose qui me conviendrait plus. Être un peu plus en retrait, dans l'ombre. Et ce serait enfin, coach adjoint, toujours dans une sélection, c'est ça? Ou, Ah, pas pas forcément, forcément. je sais Donc ça pas joue du que c'est tout. pas Là, ça. Là, ça pourrait être en ouais, club. Cette fois-ci, ça pourrait être en club, ouais, effectivement. exactement, ouais. Ok. Exactement. Bah, de toute façon, faut commencer en bas, hein. On commence en Ouais, bien bas, sûr. dans les clubs de régional ou quoi, et monter petit à petit, on verra. Mais encore une fois, c'est dur de dire où est-ce qu'on sera dans 2 3 ans. Et voilà, à voir. À voir. Mhm. Mais si je me lance pas dans les diplômes de coach, Mhm. j'y arriverai jamais. Donc il va falloir que j'y aille un jour. Super, bah il faut, hein. Bah oui, non, En tout cas, mais on c'est souhaite, hein. important. On souhaite que ça Je pense aboutisse en tout cas. Bah, merci, hein, merci. On souhaite que ça aboutisse, en tout Merci. cas là-dessus. Je pense qu'on a été efficace. Ouais, ouais, On a ouais. été bien, on a été efficace en tout En cas. moins d'une heure, on a Ok. 50 minutes. Bah ouais, on est bien, hein. Bon, On est ok. bien, on est bien format. Ok. Et on a vu les projets. En tout cas, moi je vais quand même aussi remercier déjà Florian, hein, d'être venu, parce qu'effectivement il a atterri tout juste ce matin de la Martinique et pour après repartir à l'EMF lundi prochain et après repartir effectivement à la Martinique. Donc je remercie beaucoup d'être passé. Aussi également Faisal Adamou pour la mise en contact. Aussi voilà, spécial remerciement pour lui. Voilà pour moi. Bah, moi, si je peux Mhm. également vous remercier de mettre en avant un petit peu le métier d'analyse vidéo et d'avoir pu un petit peu parler de la formation sur laquelle j'interviens. Et remercier tous les gens que j'ai croisés dans le domaine du foot qui m'ont beaucoup appris, que ce soit les différents staffs avec lesquels j'ai vécu, mais aussi les différentes personnes que j'ai pu former, parce qu'on apprend aussi avec nos élèves. Et vous remercier à vous deux aussi parce que c'est toujours intéressant de discuter, échanger. Et je pense qu'en fait, on apprend énormément au contact des autres. Et merci pour ce que vous faites du coup. Merci à toi. en tout Merci, cas. merci à Juste une soutenir. dernière petite question, Mhm. c'est si par exemple il y a des personnes qui souhaitent rejoindre l'EMF, est-ce qu'il y a des Mhm. prérequis C'est vrai. pour la formation d'analyse vidéo? Est-ce qu'il y a un coût? Est-ce que ça peut être pris par le CPF? Toutes ces choses-là. Très, très bonne question. Moi, je gère vraiment que le côté pédagogique. Ok. Et pour les prérequis, non, il n'y a pas de prérequis en fait. On se dit que tout le monde mérite d'avoir sa chance. Ok. Après, c'est celui qui se donnera le plus qui forcément va trouver un club.
Là, on a déjà quelques clubs qui nous contactent pour avoir des élèves pour l'année prochaine. Ah, c'est cool. Pour avoir des analyses vidéo, hein, pas forcément des élèves en formation, parce que là, ils recherchent pour reconstruire des staffs. Et du coup, moi, je donne les élèves qui se sont le plus donnés cette année, je transmets leur CV. Donc, pas de prérequis. Le CPF, il faut voir avec l'administration, mais j'en ai déjà entendu parler, donc je crois que oui. Et on essaye de donner la chance à tout le monde. Donc, n'hésitez pas en tout cas à prendre contact avec la formation si besoin. Ouais, il y a un site internet, hein, je pense que c'est EMF. École des métiers du football, vous voyez, voilà. Super. Et ben merci beaucoup et puis merci à vous. Beaucoup, en tout Merci cas, à vous deux et bonne bon courage continuation pour à la- vous. Merci. Merci. Et puis nous on se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Parole James. Merci beaucoup. Au revoir.